de cours des années d'apprentissage, le diplôme en poche, la plupart des professionnels sont à la recherche donc du premier emploi. Le contrat de travail qui va leur permettre donc de gérer leurs besoins au quotidien. Et bien souvent, on tombe dans le piège de l'impatience et l'on signe à la va-vite des documents dont on ignore tout le contenu. Le contrat de travail, parlons-en aujourd'hui sur votre émission La Cour commune. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour réellement comprendre ce qu'il est, les pièges à éviter, à connaître et à éviter surtout. Avec nos invités, nous allons en parler sur le plateau. Émeric, bonjour. Bonjour, Brunel aussi. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Modeste, bonjour. Bonjour, Brunel aussi. Bonjour, Émeric et bonjour, chers téléspectateurs. Alors, le contrat de travail, vous avez eu votre premier contrat. Combien de temps après une attente longue ou pas longue? Émeric, pourquoi est-ce que vous hésitez à répondre? Bon, ouais, je pense que je crois que le rêve de tout le monde, de tous ceux qui ont quand même un diplôme après les études, c'est quand même pouvoir travailler. Et donc, il arrive parfois que nous soyons à la quête de ce travail-là. Et puis, quand la chance nous sourit, on décroche l'emploi. Et c'est aussi un contrat qui nous lie désormais entre notre employeur et nous-mêmes. Et donc, oui, j'ai eu quand même la chance de pouvoir décrocher un contrat après les études. C'est vrai que, bon, ce n'est pas automatiquement. C'est clair, bon. Ce n'est pas automatiquement, mais bon, c'est venu quand même. Et puis, voilà. En fait, c'est quand même un sentiment de joie, de soulagement et de fierté qui nous anime quand on paraphe le document pour la première fois. Voilà. Donc je pense que c'est quand même un grand sentiment qui nous anime, un sentiment de fierté parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, quand on jette un regard sur ce qu'est l'emploi dans notre pays, quand même, quand vous avoir un contrat, quand vous arrivez quand même à réussir à l'avoir, je pense que il y a de quoi être heureux. Modeste? Est-ce que je suis mieux placée pour répondre? Mais je pense que l'impatience autour. Oui, le contrat de travail, ça peut être physique physique ou non. Et je pense que quand la structure n'a pas l'accréditation de vous octroyer un contrat pour que vous puissiez, quand même travailler ou faire valoir vos expériences dans l'entreprise. Et ce contrat, je pense qu'on rêve tous les jours, toute personne après avoir obtenu un diplôme professionnel et autres, on rêve quand même d'avoir ce contrat et d'avoir quand même un nom dans l'entreprise qui nous aide quand même à travailler, à faire valoir nos expériences et nos compétences. Surtout, il ne faut pas paraffer sans lire et sans jeter un coup d'œil sur ce que vous paraffez et signez. C'est ça, ce qui est réellement important. Parce qu'après, on vous dit, c'est dans le contrat, et on ne sait pas réellement si c'est... Justement, parce que quand vous êtes animé par la fougue de pouvoir vous décrocher un emploi que vous... bafouer la lecture attentionnée, en diagonale. Et bon, souvent quand on prend le contrat, ce qui nous intéresse, c'est le salaire. C'est le salaire puis les avantages. Donc on laisse de côté les contraintes. C'est ça. Les contraintes. Donc je pense que il y a pas, quand vous avez un contrat, la chose la plus recommandée, c'est de prendre tout votre temps de lire et de chercher réellement à comprendre les contours de ce contrat-là pour ne pas que dès que vous entrez, parce que oui, vous avez droit à un salaire, vous avez droit à des avantages, mais aussi vous avez des devoirs vis-à-vis qu'il faut comprendre et connaître. Qu'il faut comprendre et connaître. Et donc, il faut quand même s'assurer que vous êtes à la hauteur de ce qu'on vous demande, de ce qu'on vous exige en retour, en contrepartie de vos avantages. Aussi, il ne faut pas que parce que je suis assoiffée du travail, je suis assoiffée d'un boulot et d'avoir un salaire en retour que je me mets quand même, je signe pour un rien et tout en sachant que les clauses ne me correspondent pas, ne m'arrangent forcément pas. C'est vrai aussi que dans l'impatience, on se dit, bon, c'est le premier. Il vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir.
Et justement, lors de la mise en application, ce sont des problèmes qu'on rencontre et donc on commence à gérer avec l'employeur qui ne veut rien entendre d'ailleurs, surtout que c'est au début, il faut quand même faire un temps d'abord avant de commencer à négocier des choses. Vraiment, donc un contrat de travail, c'est un document qu'il faut comprendre et connaître. Et quelles sont les différentes parties d'un contrat de travail, les éléments sur lesquels votre attention doit être beaucoup plus mise, nous allons y revenir dans les prochaines minutes. Mais avant... Puisque nous parlons aujourd'hui de contrat, c'est bien sûr le mot du jour et il faut savoir que le contrat s'écrit avec C-O-N-T-R-A-T. On parle bien sûr de contrat qui est un nom masculin. Le premier sens qu'on donne au mot contrat, c'est bien sûr une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent à donner ou à faire ou à ne pas faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. On parle là d'un contrat de vente par exemple. Et les synonymes dans ce sens, c'est bien sûr une convention, un pacte, un contrat social, vous le savez très bien, convention entre les membres du corps social, entre gouverné et gouvernant. Le deuxième sens qu'on donne au mot contrat, c'est bien sûr un acte qui enregistre cette convention, rédiger, signer un contrat. Le contrat est un engagement ou une convention qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes. Il existe plusieurs types de contrats. On parle là de contrats de travail, par exemple, contrat de location, contrat de vente ou encore contrat de mariage. On parle de contrat de travail lorsque ces trois éléments sont réunis. Une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique. Alors, deux citations avec le mot contrat, c'est bien sûr celle d'abord de Marcelette Bougolt qui dit qu'un contrat, c'est fait pour être cassé quand plus rien ne va. Il faut bien que les avocats servent à quelque chose. Un contrat, c'est fait pour être cassé quand plus rien ne va. Il faut bien que les avocats servent à quelque chose. Et puis, la deuxième citation, celle de Ray Kroc, qui dit qu'un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé. Un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé. Un contrat, c'est comme un cœur, c'est fait pour être brisé. C'est vrai que sous notion, on a toujours peur de démissionner aussi et de dire je rends le contrat. C'est difficile. C'est difficile d'entendre ça. C'est difficile déjà d'en avoir pour pouvoir briser sur un coup de tête. En tout cas, nos invités s'impatientent. Nous allons démarrer avec ceux qui sont là. D'abord, Émeric, on se retrouve tout à l'heure avec Modeste pour les messages également et pourquoi pas le quiz en fin d'émission. Nous allons tout de suite continuer nos discussions. Le contrat de travail, les pièges à connaître, les pièges à éviter, nous en parlons avec nos invités. Saint-Michel Amadide, bonjour. Bonjour, Brunel Adé aussi. Vous allez bien? Je vais très bien, et vous? Ça va, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en outils internes, un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Également, sur ce plateau, Sadat Selami, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien. Vous êtes Office Manager. Merci également à vous de répondre à notre invitation. Nous parlons de contrat de travail, chers amis. Donc, le contrat de travail, si on peut le définir en mots simples, il s'agit de quoi? Sadat, je reste d'abord avec vous. Le contrat de travail, c'est un accord de volonté par lequel une personne physique ou morale, au profit d'une autre personne physique ou morale, moyennant une rémunération. Très bien, rémunération. Et Sem, quelque chose à ajouter? Je vais juste prendre la définition de mon collègue Sadat. Alors, il a dit, déjà, le contrat de travail, c'est une convention entre deux personnes, où l'une s'engage à mettre ses compétences, son savoir-faire au service de l'autre, moyennant une rémunération. Donc, c'est la définition classique que nous avons et qui nous permet d'avoir tous les points ou tous les critères qui permettent à un contrat de travail d'être valable. Très bien. Alors, vous avez dit qui permettent à un contrat de travail d'être valable. Je voudrais qu'on d'abord voit quels sont les différents types de contrats de travail qu'on peut avoir. Voilà, d'abord. Ok, alors les différents types de contrats de travail qu'on peut avoir. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types. On peut avoir un contrat de travail qui est écrit et on peut avoir un contrat de travail qui est verbal. Généralement, dans la jurisprudence internationale, lorsqu'on parle d'un contrat de travail verbal, il est souvent à durée indéterminée.
Donc, premier pas, c'est de savoir qu'on a deux types de contrats. Un contrat de travail écrit et un contrat de travail verbal. Ensuite, il faut savoir, à part ces deux types, il y a maintenant ce qui va découler de ces deux types. De ces deux types, on va avoir le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Voilà. Donc, le verbal, c'est... Ça peut prendre les deux concepts, déterminé et indéterminé. Le verbal, il est systématiquement indéterminé. Oui. Très bien, systématiquement. Alors, Sadat, vous êtes office manager. Peut-être vous travaillez avec une entreprise actuellement. Exactement. Alors, vous avez eu votre contrat de travail. Comment ça s'est passé? Mon premier contrat, ma première fois, quand j'étais y allé, on m'a donné... j'ai d'abord fait un entretien. Et après l'entretien, j'ai été invité. Donc, la première chose qu'on m'a présenté d'abord le contrat, c'était d'abord la rémunération et la durée du contrat. La durée du contrat qui était d'une durée de 2 ans d'abord renouvelable. Et après cela, j'ai regardé aussi par rapport au contrat, s'il est d'abord le temps. Parce que dans le contrat, il y a aussi le nom, prénom de la structure, les coordonnées et autres du contrat. Et le salaire, il y a aussi les heures, parce que les heures sont comptées. Elles sont comptées. Bon, pour le moment, je peux que ajouter, je ne peux que dire cela pour le moment. D'accord, ce sont les éléments que vous avez tout de suite gardés dans le contrat de travail. Alors, Saint-Michel, quand on prend un contrat de travail, il comprend combien de parties? Alors, le contrat de travail, généralement, il est adaptable. C'est-à-dire que c'est par rapport à la fonction, mais c'est aussi par rapport à l'entreprise. Je vais donner un cas simple. Lorsque vous prenez un contrat de travail classique, il y a les parties qu'on y voit systématiquement. Mais il y a des métiers spécifiques, comme par exemple mon métier, où il y a des clauses spécifiques qui entrent en jeu dans le contrat de travail. Par exemple, les clauses spécifiques liées à la confidentialité des documents. En audit, par exemple, on parle beaucoup de confidentialité. Et cette confidentialité-là, elle est peut-être différente parfois de la confidentialité qu'on voit dans les contrats classiques. Donc, on va avoir peut-être une case en plus parce que chez nous, par exemple, on peut avoir une clause de confidentialité qui dépasse même la durée du contrat. C'est-à-dire que même 10 ans après, vous ne devez rien dire sur l'entreprise. Donc, un contrat de travail, il est malléable. Mais ce qui est important, c'est que le collègue l'a dit tout à l'heure, ce sont ces parties-là, c'est-à-dire l'identification de l'entreprise, l'identification du contractant, les droits, les devoirs, les obligations de l'une ou de l'autre partie, le taux horaire, c'est-à-dire combien de travail vous allez travailler, combien de temps de travail vous aurez dans la semaine, et les conditions spécifiques liées à votre contrat. Parce que tous les contrats ne sont pas les mêmes. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée et qui doit sur 2 ans, et qui n'est pas le même contrat à durée déterminée avec son autre collègue, par exemple, qui peut-être a une masse horaire moindre que lui. Oui. Parce que vous savez, certains négocient leur contrat de travail en fonction des objectifs. Il peut négocier en disant, OK, je viens au boulot pour avoir des objectifs. Donc, tant que mon objectif est atteint, je n'ai plus besoin de venir au boulot. J'ai déjà eu des collègues comme ça qui ont négocié leur contrat. Donc, ils arrivent lundi et mardi, et puis le reste de la semaine, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ça leur donne l'opportunité d'aller vaquer à autre occupation ou à leur propre projet pour pouvoir avancer dans leur vie. Très bien. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, c'est ça? Bon, tout est bon pour le moment. D'accord, très bien. Alors, ça me fait penser justement votre développement au contrat de prestation. C'est-à-dire que de plus en plus, on observe des personnes qui sont carrément en prestation de service avec l'entreprise et donc qui ne sont pas forcément présents là. Ok, d'accord. Donc là, on est en contrat de prestation, donc on est dans un système d'outsourcing, c'est-à-dire peut-être une externalisation ou un besoin d'avoir un conseil systématique ou ponctuel sur une activité. En réalité, le contrat de prestation n'est pas un contrat de travail, il faut bien faire la différence. Ce n'est pas la même, c'est pas la même norme. Ce n'est pas, par exemple, celui qui est en contrat de prestation ne paye pas, par exemple, les cotisations. Oui. Donc, il faut bien faire la différence entre un contrat de travail et un contrat de prestation. La prestation, je viens mettre mon expertise à disposition pour un temps ponctuel. On est d'accord? Ou si c'est une externalisation, par exemple, de la fonction, je viens mettre mon expertise pour un temps bien déterminé dans le contrat, mais ce n'est pas un contrat de travail parce qu'il n'y a pas une relation hiérarchique entre mon client
et moi. Et donc, celui qui vient signer un contrat de prestation, il est plus dans la peau d'un consultant, d'un expert qui vient apporter une expertise pour faire évoluer l'entreprise. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ça évolue, c'est vrai. Donc, le contrat de prestation, c'est plus aujourd'hui pour les freelances, c'est-à-dire plus pour les entrepreneurs individuels qui veulent vendre leurs produits et qui veulent se mettre au service des entreprises. Des autres, très bien. Alors, Sadat, vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu votre contrat. Ce sont les éléments sur lesquels vous avez quand même eu, disons, le regard focalisé dessus. Est-ce que, après avoir lu tout cela, vous comprenez, c'est-à-dire quel était le comportement que vous avez adopté vis-à-vis du contrat? Vis-à-vis du contrat, d'abord, après le contrat, après avoir signé le contrat, difficilement aussi, j'ai mis du temps à lire d'abord le contrat. Oui. Mon directeur me mettrait la pression, me dit de signer le contrat. Bon, j'ai pris mon temps, j'ai pris peut-être 2 semaines à lire correctement le contrat. Puisqu'il ne faut pas signer parce qu'on demande de signer qu'il faut signer. Donc, j'ai lu d'abord le contrat et j'ai vu même certaines choses à l'intérieur comme quoi, comme on dit souvent, et avant de partir, souvent là les causes, on te demande de payer d'abord une caution, tout juste 1 mois, bien 2 mois avant de partir. Bon, c'était 2 mois, je me suis dit non, on ne peut pas mettre 2 mois pour une caution s'il arrivait que je partais ou bien si, dans les deux cas. Donc, j'ai demandé à ce qu'on ramène ça 1 mois pour avantager ma caution, au fait. Donc, c'était la première des choses que la première remarque. Oui. Très bien. En dehors de ça, tout allait. Bon, je vais plutôt dire aussi les absences prolongées. On est d'accord, mais à un moment donné, sur mon contrat, il avait une absence qu'on disait absence non justifiée. Mais tout n'était pas clarifié. À un moment donné, quand j'ai commencé, j'ai vu qu'il a des points d'ombre. Des points qui n'allaient pas du tout. Voilà. Alors, justement, Saint-Michel, vous savez, quand on signe le contrat, on ne comprend pas forcément tout ce qui est écrit. Et à un moment donné, l'employeur vous dit, mais c'est dans votre contrat, vous avez signé un contrat. Et on se demande, mais quand est-ce que, à quel moment, ou plutôt à quel endroit est-ce que c'est inscrit dans le contrat? Est-ce que le jargon utilisé pour la rédaction du contrat et le jargon donc de l'employé ne concordent pas à ce niveau-là? Alors, merci pour la question. Déjà, je vais commencer par une chose, quelque chose de très simple. Un contrat, c'est quelque chose qui doit se lire. Donc, lorsqu'on vous amène un contrat de travail, il faut prendre le temps de le lire comme il a fait. Si vous ne comprenez pas, prenez le temps de bien le lire. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est un conseil. Lorsqu'on rédige un contrat de travail, il faut savoir qu'à la base, c'est un pro qui l'a rédigé. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est habitué à le faire qui l'a rédigé. Et donc, dans ces cas-là, si vous ne comprenez pas le langage qui a été dit dans le contrat de travail, il faut vous rapprocher de quelqu'un qui s'y connaît ou d'un conseil juridique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes au Bénin qui peuvent vous conseiller sur le contrat de travail. Si vous avez des amis administrateurs du travail, si vous avez des amis qui sont dans le droit, ou si vous avez de la famille, des amis qui sont avocats, il faut aller vers ces personnes-là pour demander conseil sur le contrat de travail. C'est la chose la plus sensée qu'on ait à faire sur un contrat de travail. Parce qu'un contrat de travail vous lie à quelqu'un. Et lorsque vous allez vous signer un contrat de travail et que vous ne maîtrisez pas toutes les clauses, à un moment donné, ça peut jouer contre vous. Et donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir savoir que vous avez le droit de lire votre contrat. Il arrive parfois que vous alliez, après votre entretien chez l'employé, qui vous demande de signer, votre contrat de travail. Oui. C'est une chose à ne pas faire. Demandez toujours à vous retirer avec, allez le lire et à revenir avec. Ça vous donne le temps d'aller voir un conseil juridique ou une personne qui s'y connaît pour lire, relire avec vous et revenir avec. Il ne faut pas se laisser dépasser par le concept de l'emploi est là, il faut que je le prenne, sinon quelqu'un d'autre va le prendre. Parce qu'après, un contrat de travail, ça peut vous causer beaucoup d'ennuis. Donc, il faut vraiment prendre la peine de le lire et vraiment prendre la peine de prendre toutes les dispositions pour ne pas vous retrouver dans les situations critiques. Oui, si vous me permettez, monsieur Saint-Michel, vous savez, souvent, quand le contrat est souvent aussi lire, mais l'employé, parfois, l'entreprise ne respecte pas ce qui a été lu et signé. Parce que tu peux avoir un contrat et
tu as bien lu, tu vois, ça te convient, tu signes. Mais après, à la dernière minute, tu vois que l'employeur ne respecte pas le contrat. Oui, c'est vrai que ce sont des choses qui arrivent, même au niveau de l'employé aussi, qui parfois ne respecte pas forcément ses obligations vis-à-vis de l'employeur. Nous allons y revenir tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on vous remet un contrat, il faut toujours le lire et se retirer avec et le lire avec la tête posée. Est-ce que ça date lorsque vous avez voulu prendre 2 semaines justement, c'était facile? Bon, je vais plutôt dire la première fois, bon, le premier jour d'abord, j'ai lu. Le soir, j'ai encore repris, mais c'était pas un peu... Je voyais des mots qui me semblaient un peu différents. Oui. Et j'allais sur... Parce qu'aujourd'hui, on a la connexion est là. Oui. Bon, donc, j'allais sur Google et je recherchais ces mots pour savoir ce que ça signifiait, en fait. Je prenais même le dictionnaire pour y avoir des réponses claires. Très bien. Mais bon, il n'a pas... il n'a plus pesté après 2 semaines. Que vous avez signé. Non, du tout pas. Très bien. Alors, Saint-Michel, quand on parle de contrat de travail, et justement, il arrive que la rémunération, ou bien encore, oui, on s'entend sur quelque chose au niveau de la rémunération, mais qui, à un moment donné, subit peut-être des modifications sur le contrat ou autre. Et c'est peut-être l'incompréhension à l'entame qui n'était pas chose faite entre les deux parties avant donc l'établissement du contrat. Comment est-ce qu'on peut, disons, revenir dessus? Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a tout le dispositif ou l'arsenal juridique pour régler ces situations-là. La problématique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les personnes sont prêtes à défendre leurs droits ou est-ce qu'elles sont véritablement prêtes à faire le combat qui doit être fait? Généralement, lorsque vous avez un contrat de travail et que l'employeur ne respecte pas ce contrat de travail, les gens préfèrent rester dans l'emploi parce qu'ils ont quand même une rentrée d'argent. Alors qu'en réalité, elles peuvent quand même revenir parce que c'est un contrat. On est d'accord. Et l'employeur sait que d'une manière ou d'une autre, si l'employeur se met dans une position d'aller réclamer ses droits, il est perdant. Et donc, la chose à faire, c'est déjà d'envoyer un mail. Moi, je suis très administratif. La première des choses à faire, c'est que moi, je recherche toujours des preuves. C'est ça. Vous voyez beaucoup d'employés qui disent non, j'ai été renvoyé, j'ai subi ci, j'ai subi ça. On va parler du renvoi. Ils n'ont pas de preuves, en fait. Oui. Donc, moi, je suis quelqu'un de très administratif. Donc, la première des choses à faire, c'est que j'envoie un mail. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'envoient plus de mails. Hein. Oui, beaucoup de personnes. Sur WhatsApp, on règle tous les problèmes, alors que c'est pas. Alors qu'en fait, la traçabilité, on va la rechercher dans des mails déjà. Oui. Donc moi, j'envoie un mail pour vous dire, OK, suite, je vais peut-être attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le 3e mois, je vais vous envoyer un mail pour vous dire, OK, suite à ce sur lequel on s'est entendu, voilà. Parce que déjà, pendant 3 mois, vous êtes en essai. Donc, à n'importe quel moment en essai, vous pouvez rompre le contrat et partir. Et donc, il faut déjà envoyer un mail pour montrer que oui, vous avez fait une première démarche. Généralement, si vous avez un bon employé, il répond. Et vous avez une discussion. Mais d'autres ne répondent pas. Vous attendez encore et vous envoyez un 2e mail. Ça fait qu'après, lorsque vous vous plaignez à l'inspection du travail, vous pouvez mettre des preuves à disposition pour dire, OK, j'ai fait la démarche pour aller vers l'employeur, mais je n'ai pas eu de retour. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de dol en matière de contrat de travail. Parfois, on vous recrute pour un travail et c'est dès que vous avez fini votre période d'essai, vous êtes confirmé, qu'on vous dit, ben écoute, tu vas occuper. Moi, ça m'est arrivé d'occuper 3, 4 postes en un contrat. Cumulé. Et à un moment donné, je me dis, mais non, je n'ai pas été recruté pour. Donc, à un moment, tu envoies des mails pour dire, voilà. Et quand tu n'as pas de retour, à un moment donné, tu te décides à partir. C'est vrai que ce n'est pas dans l'habitude des gens, surtout les Béninois, de démissionner. Mais à un moment donné, il faut savoir que le travail est fait pour que vous puissiez vous épanouir. Lorsque le travail n'est plus épanouissant, alors à un moment donné, il faut savoir partir. Peut-être se préparer à partir, commencer à chercher ailleurs et à un moment donné partir. Mais il est important de toujours réclamer ses droits. C'est vrai qu'on n'a pas cette tendance-là et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'employeurs ont cette tendance aussi à minimiser en fait les retours d'employés sur par exemple les conditions de travail. Le jour où nous allons prendre conscience qu'en tant qu'employés, nous pouvons réclamer nos droits,
nous pouvons aller vers des institutions pour réclamer nos droits, alors là, je pense qu'on va pouvoir avancer. Et beaucoup de gens disent, je vais à l'inspection, mais je n'ai pas de retour. Mais écoutez, moi, j'ai fait l'expérience de l'inspection du travail. Je suis allé, j'ai rencontré des inspecteurs du travail, j'ai posé ma situation et ils m'ont conseillé. Et aujourd'hui, je suis ami avec plusieurs inspecteurs du travail et à des moments donnés, je leur pose des situations pour dire voilà, on a tel, et ils me disent non, voilà comment tu dois le faire, voilà comment ça doit se faire. Donc à un moment donné, il faut avoir aussi l'esprit d'aller vers les autres, de se renseigner et de pouvoir avoir la bonne information. Des fois, on n'a peut-être pas la bonne information sur son contrat. Moi, j'ai eu ces cas-là où je suis allé vers l'inspection, où on m'a dit, écoutez, c'est parce que vous avez fait telle erreur au départ, que vous avez eu telle chose, voilà comment vous pouvez gérer. Donc, il y a tout l'arsenal qu'il faut et tout le dispositif qu'il faut aujourd'hui pour faire face à des employeurs qui ne sont pas véridiques avec vous. Sadat, Oui. vous voulez réagir? Oui, monsieur Michel, vous avez parlé de l'email, qu'on peut envoyer des courriers par mail. Vous avez savez, essayé? il y a des employeurs, parfois, quand tu envoies des mails, ils font semblant de lire. Parfois, ils ne lisent pas. Le mieux, pour moi, la meilleure procédure, c'est de rédiger un courrier administrativement. Je vais déposer au niveau de la sécurité pour demander une décharge. Puisque quand tu déposes, tu as la décharge devant un tribunal, devant n'importe quiconque, tu as la preuve que tu as déposé. Donc après, quand ils ne répondent pas, tu attends 1 semaine à 2 semaines où tu écris et tu références. Tu mets l'autre courrier en référence pour dire tel à tel courrier, j'ai envoyé mais je n'ai pas eu de réponse. Bien sûr. Puisque c'est plus mieux. C'est quand le Covid était arrivé qu'on nous avait demandé les mails d'envoyer des courriers par mail. Mais avoir aujourd'hui des employeurs ne respectent pas. Tu peux envoyer 2 même 10 mails par jour à ton employeur, à ton patron. Il ne va pas le dire, il va dire bon, il n'a pas souvent le temps. Mais quand tu envoies ça à la secrétaire, il a la preuve. Ça entre dans le parapheur et donc ça fait le circuit, Ça fait le circuit administratif. J'insiste en fait, ce que vous avez dit, c'est évident, ça doit se faire. Mais je pense qu'aussi ça peut se faire par mail, puisque aujourd'hui, lorsque vous utilisez des outils mail en entreprise, il y a toujours l'accusé de réception que vous pouvez déclencher. Dès le moment où il a lu, vous avez l'accusé de réception. Donc ça peut aussi vous permettre d'avoir des preuves de lecture. Oui, je suis d'accord pour que administrativement on aille le faire. Ça a encore plus de force. Mais comme on est dans le numérique aujourd'hui, je pense qu'il faut envoyer des mails. Un peu administratif, oui. Alors, Sadat, est-ce que vous avez eu beaucoup de déboires, je vais dire, avec des employeurs? J'en ai l'impression. Oui, je vais plutôt dire, d'abord tu vois l'offre, tu postules et sur ton contrat, tu es qualifié à tel poste. Oui. Mais arrivé à l'entreprise, tu commences et tu travailles dans ton poste et on te dit tu es office manager, bien tu es chef de l'administration et tu ne fais que jouer le rôle du commercial, jouer le rôle de ci. En fait, ça se mélange et on se demande c'est quoi. Mais tu n'as pas le choix et tu continues. Le commercial n'est pas là, les autres ne sont pas là dans l'entreprise. Bon, parfois le commercial, s'il est là, s'il ne joue pas, on te demande de le faire. C'est ça, de jouer le... Oui, et si parfois le commercial, il a aussi d'autres postes de telle manière que la charge de clientèle, bon, celui qui est commercial peut même jouer le rôle de marché plus parce qu'il n'a pas ce poste adapté. Et l'employeur ne veut pas recruter peut-être quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine et demande à celui du commercial de gérer tout cela. Parce qu'il se dit qu'il ne veut pas être recruté parce que lui se fait de l'économie dans la poche. Absolument. Alors, c'est un problème, c'est Michel, on vous recrute pour quelque chose et finalement, vous vous retrouvez à faire autre chose. Oui, bien sûr que c'est un problème. Mais après, moi, je ne vois pas juste les problèmes. Je vois aussi les solutions. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai eu à occuper 4 postes à la fois. 4 postes dans le même corps de métier, dans la même entreprise. Et à l'époque, c'était assez frustrant de vivre ça parce que tu as été recruté pour quelque chose, tu commences à faire la chose et on te met encore d'autres responsabilités sans pouvoir quand même t'apporter les collaborateurs qu'il te faut pour fonctionner. Mais après, moi, je vois aussi le bon côté des choses. Vous savez, en tout problème, il y a quelque chose de bénéfique. Moi, je suis ressorti de cette boîte-là avec beaucoup de connaissances parce que après, moi, j'ai beaucoup appris et moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc, après, oui, c'est frustrant. Mais quelque part, ça peut aussi servir à l'employé pour apprendre, pour découvrir. C'est toujours bon dans un CV de dire j'ai pu faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc ça emmène votre bagage à s'améliorer. Mais j'insiste sur le fait que si vous avez été recruté pour quelque chose, il faut que vous le fassiez.
Après, quand vous avez d'autres responsabilités en plus, je pense que le Code du travail a bien prévu ça. Lorsque, par exemple, vous assurez un intérim sur une longue durée, je pense que tous les avantages de l'intérim doivent vous revenir. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne suis pas souvent d'accord avec les employeurs parce que la responsabilité augmente, mais le salaire n'augmente pas. Il n'y a pas d'incidence sur le bien-être de l'employé et c'est là que le problème véritable se pose. Si les responsabilités augmentent et que après je sens rémunéré normalement, salaire, ben, je pense que je vais rester tranquille chez moi. Il n'y a plus de plainte. Il n'y a plus de plainte. Bon, vous savez, moi, j'ai eu cette expérience aussi, j'ai gagné beaucoup, Oui. mais le début, c'était vraiment très compliqué, stressant. Quand ton employeur te dit, bon, et il faut faire, vous ne quittez pas le bureau tant que vous ne finissez pas. Et tu ne fais que travailler jusqu'à longtemps. Parfois, moi, je passe des nuits, je passe la nuit au bureau. Oui. J'appelle seulement la maison pour dire, mais je ne pourrais pas rentrer parce que j'ai tas de choses à faire. Mais au lendemain matin, on ne te paye pas après, on ne t'augmente pas cela, au fait. Mais Donc, l'incidence, rien n'a changé. Bon, à la dernière minute, on te remercie même, on te dit, bon, c'est bien, le dossier passe. Mais c'est que tu ne ressens pas de l'encouragement à la dernière minute. On te dit, bon, félicitations, bon, merci. Tu n'as rien, on te dit, mais on te dit toujours que vous n'avancez pas. Mais comment l'employé doit fournir des efforts? À un moment donné, moi, j'ai commencé à me reculer puisque je vois que... tout ce que vous faisiez... Parce que toi, tu veux que l'entreprise aille de l'avant. Et si l'entreprise aille de l'avant, ça t'avantage aussi parce que l'employeur t'augmente du jour au lendemain, tu peux. Il t'augmente, il te fait une prime. Mais quand tu ne sens rien, et les marchés viennent, mais il n'y a pas la conséquence. Il y a des jours, les marchés, tu te donnes, mais à des moments donnés, ça ne donne pas, le marché ne passe pas. Mais c'est vrai que tu t'es fourni d'efforts, tu n'as le temps de passer. Et tu devais passer du temps avec ta famille, mais tu n'arrives pas. Et tu prends ce temps à passer tout ce temps au bureau. Mais vous voyez, parfois, c'est compliqué. Bon, c'est vrai qu'encourager l'employé qui est dans l'entreprise, si ce n'est pas dans son... On va dire que c'est dans le management, mais est-ce que c'est une obligation du contrat? Alors, encourager, ça fait partie aussi des conditions de travail, on est d'accord. Parce qu'on ne peut pas juste... Vous savez, l'humain fonctionne à la motivation. Et dès que la motivation est morte, l'humain, ça ne travaille plus. J'imagine ici, par exemple, que dès le moment où votre salaire ne tombe pas le 30, l'émission sera difficile à faire pour vous. Parce que vous avez des charges et parce que vous allez y penser. Et vous savez, l'humain, on a dit, par exemple, quand vous êtes en ingénierie de la formation, on dit, lorsque vous avez des humains dans votre salle, c'est 20 minutes. Ils sont là 20 minutes avec vous. 20 minutes après, ils sont partis parce qu'ils sont déjà dans leur pensée. Exactement. Et il faut les ramener. Donc, la motivation fait partie des conditions de travail. Et il faut forcément avoir du temps pour motiver ses collaborateurs. Et ces collaborateurs, les motiver, ce n'est pas juste de l'argent. Parfois, il n'y a plus que l'argent. Et donc, il faut savoir vraiment manager. Et c'est la raison pour laquelle, et je disais la dernière fois avec le coach Kwesi, qu'en réalité, lorsque vous avez des gens à manager, il faut les manager de telle manière à ce qu'ils se sentent bien chez vous. Les gens qui se sentent bien produisent d'excellents résultats. Et tant que vous n'allez pas bien les manager, ils ne produiront pas d'excellents résultats. Très bien. Alors, vous avez parlé un peu plus tôt de droit, c'est-à-dire qu'il faut avoir le cran de réclamer nos droits. Ma question, c'est les droits qu'il faut réclamer, ce ne sont que ceux qui sont inscrits dans le contrat de travail ou bien est-ce qu'il y a autre chose en plus? Alors, ce qu'il faut déjà réclamer, c'est ce qui est inscrit dans votre contrat de travail. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien lire le contrat de travail et savoir ce qui a été bien mis dedans, connaître les explications. Et il faut savoir faire la nuance entre un concept bien précis. Parce que je vois beaucoup de personnes faire des erreurs sur ce concept. Oui. C'est le concept de salaire brut et de salaire net. Exactement. Beaucoup vont négocier leur salaire en brut. Et au paiement, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont perdants. Et là, ça pose une problématique. Donc, il faut faire la différence entre le salaire brut et le salaire net déjà pour savoir, OK, c'est quoi le salaire brut et c'est quoi le salaire net. Première des choses. Ensuite, c'est de voir véritablement vos avantages. Quels sont les avantages en nature? Parce que le salaire n'est pas que du numéraire. C'est aussi
des avantages en nature, la communication, le logement, le déplacement, et ainsi de suite. Donc, il faut bien prendre connaissance de votre document. Et c'est lorsque ce qui est mis dans le document n'est pas respecté que vous pouvez maintenant aller vers les juridictions pour réclamer vos droits ou vers déjà votre employeur pour réclamer vos droits. Mais moi, j'ai une démarche simple pour réclamer ces droits. Il faut d'abord discuter avec l'employeur. Certains se lèvent et disent « je vais voir l'inspection du travail ». Ça fait un peu choc que votre employeur reçoive un courrier de l'inspection du travail alors que vous n'avez rien discuté avec lui. Donc, il faut discuter avec l'employeur pour déjà voir comment est-ce que vous pouvez vous entendre. C'est lorsque vous ne vous entendez pas, qu'il n'y a pas de moment où vous vous dites « ok, d'accord, c'est bon, on peut régler », que vous pouvez aller vers les juridictions compétentes pour pouvoir réclamer vos droits. Très bien. Oui. Vous savez, je vais vous donner un exemple que j'ai vu et j'ai vécu. Il y a des commerciaux avec qui j'ai travaillé. On a dû discuter avec notre supérieur, dont le directeur de la société, dont le directeur voulait tout juste apporter de plus pour qu'il demandait aux commerciaux comment nous pouvons faire pour que la société avance. Les commerciaux ont proposé tellement de choses. Monsieur le directeur, mettez les frais de carburation à notre disposition. Mettez si nous avons besoin de cela pour pouvoir se donner plus. Ils ont échangé au début. Le directeur a pensé aux frais de carburation. Ces frais de carburation, il a fait pendant 2 semaines, 3 semaines. C'était lourd. C'était la 4e semaine, il a lâché prise. Ces commerciaux, ils se sont donnés aussi, ils ont continué à travailler. Mais à un moment donné, avec leurs propres sous. Parce qu'ils n'attendaient pas. Parce que le directeur disait, mais c'est parce que je n'avais pas envoyé, c'est pour ça que vous ne voulez pas travailler. Mais faites-le d'abord. Ils ont continué, mais ils étaient dessus. Parce que ça sortait de leur poche. Or, dans le contrat, il est dit quoi? Les frais de déplacement, de tout ce qui est comme déplacement, c'est l'employeur qui gère. Mais c'est dans le contrat. Mais ils ont discuté avec l'employeur. Mais au finish, l'employeur n'a pas assuré. Et ça n'a pas tardé. Ça devient de plus en plus difficile pour ces commerciaux. Ça n'a pas tardé. J'ai vu quelqu'un qui vient me voir, me dit, bon, Monsieur Salami, je voulais déposer une démission à l'heure là. Qu'est-ce que tu dis? Donc, vous voyez, parce qu'il n'était pas motivé, parce que quand il venait, même parfois, il ne faisait que rien. Il n'avait plus rien, ce qu'il demandait pour faire, il ne faisait qu'au bureau. Mais il dit, mais il a d'autres activités que je dois faire. Mais quand je viens, mais je ne fais rien. Il était gêné, mais il dit, je suis un homme. Mais je suis un père de famille. C'est ça. Vous voyez, faut se bouger. Alors, oui, lorsque dans le contrat de travail, tout n'est pas respecté, on est obligé de peut-être s'y mettre d'abord et donc de négocier après. Ça me fait penser justement au fait que quand on signe le contrat de travail et que les problèmes arrivent très peu de temps après, est-ce qu'on peut, disons, revenir sur le contrat ou bien là, on est obligé de continuer d'abord? Ok, alors, il faut savoir que si c'est dans la période d'essai, c'est la période de liberté, c'est-à-dire dans la période d'essai, tout peut arriver. C'est-à-dire l'employeur peut partir comme c'est l'employeur qui bloque le contrat et qui met fin au contrat. Donc, si c'est dans la période d'essai, alors c'est tranquille. C'est-à-dire que, bon, vous pouvez décider en tant qu'employé de dire non, je ne peux pas travailler dans cette boîte. Moi, ça m'est déjà arrivé de commencer dans une boîte. 1 mois après, je me suis dit, je ne vais pas durer ici. Parce que dès que tu vois le management, le style de management, dès que tu vois le comportement, dès que tu as quelqu'un qui est là et qui ne t'écoute pas, alors qu'en fait, tu as un poste de conseiller et que tu lui dis « ne fais pas ça, ça va t'emmener ça », il ne le fait pas, il a les conséquences, mais il continue. C'est toujours ses avis, à un moment donné. Tu dis « tu ne peux pas durer », donc après, tu t'en vas. Mais quand vous voulez rester, quand vous sentez que c'est bon et que vous voulez rester, alors là, il faut déjà faire la discussion avant qu'on vous confirme. Pour dire « ok, on a signé le contrat, mais je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça ». Parce que la durée d'essai, c'est déjà dans le contrat de travail. On vous paie normalement avec tous vos avantages. Oui. Je vois les employeurs qui disent non, il est en essai, donc il n'a pas tout. Non, non. Il a tout ce dont il a besoin et qu'il a signé dans le contrat de travail. Donc, si c'est ces cas-là, alors il faut discuter déjà pour dire non, non, c'est pas comme ça. Et moi, je dis souvent, c'est la méconnaissance du code du travail et de tout ce qui va avec qui font que, en fait, les gens ont beaucoup de difficultés à réclamer leurs droits. Aujourd'hui, je pense que c'est fait de telle manière à ce que vous puissiez réclamer vos droits. Et il y a
Même quelqu'un en entreprise qui peut vous gérer ça, c'est le responsable chargé des ressources humaines. Oui. C'est la première personne avec qui il faut discuter pour dire « je ne suis pas d'accord sur telle chose ». Moi, j'en ai eu une, franchement, que j'admirais beaucoup, parce que dès que vous lui remontez l'information, elle gère. C'est-à-dire, elle en parle systématiquement pour dire « ok, ça et ça, c'est pas comme ça ». Donc, il faut travailler à avoir le bon comportement, mais aussi à avoir les bonnes manières, le bon dispositif pour pouvoir régler ces difficultés au niveau du contrat de travail. Mais, j'insiste, si c'est dans les premiers jours, il faut analyser. Est-ce que je veux rester? Est-ce que je veux partir? C'est important de savoir si vous voulez rester ou partir. Parce que vous savez, il y a des types d'emplois qui peuvent vous rendre malade. Il ne faut pas rester dans ce type d'emploi-là. Si vous voulez rester, alors négociez votre contrat de travail ou renégociez votre contrat de travail en fonction de ce que vous avez vu. Parce que parfois, vous négociez votre contrat de travail sur un poste, vous voyez ce qu'on a mis dans la fiche de poste, mais lorsque vous vous asseyez au poste, vous vous rendez compte que c'est 2 fois la charge de travail qu'on vous demande. Alors, dans ces cas-là, il faut déjà demander à revoir les choses et peut-être à renégocier. J'insiste, moi, je l'ai vécu et je l'ai dit, j'ai dit, je veux renégocier le contrat parce que je me rends compte que vous avez fait du dol par rapport à ce que... Et oui, ça a été renégocié. Très bien. Donc, il faut savoir, vous savez aussi, c'est aussi la personne que vous avez en face. Quand vous jouez trop à l'employé qui a peur, qui est modèle, l'employeur a tendance aussi à vous montrer que c'est lui l'employeur. Mais quand il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui connaît le code du travail, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, il a plus d'appréhension parce qu'il sait que derrière, ça peut très vite se retrouver au tribunal. Et quand on se retrouve au tribunal, quand l'employeur a raison, ça peut faire mal dans les caisses. Donc, il faut savoir avoir la bonne posture pour pouvoir faire face à ce genre de trucs. Très bien. Donc, on peut renégocier le contrat si ça ne nous plaît pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui le font. Qui le font. Donc, ne pas penser que parce que j'ai signé, il faut attendre forcément la fin du contrat pour pouvoir revenir dessus. Sadat, vous avez renégocié? Bon, je vais plutôt dire, pour cette négociation, dans le contrat, il est dit, il a 3 mois d'essai. Ces 3 mois d'essai déjà été faits et l'employé était déjà confirmé. Bon, c'est après cela qu'il a eu de difficultés. Mais avoir le directeur pour en parler, qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a dit, non, tes gars-là ils ne veulent pas travailler. Et je dis, non, mais c'est ce qu'il a proposé, ce n'était pas ce qu'on s'est dit. Voilà ce qu'on s'est dit à telle heure, nous avons fait la réunion ensemble. Mais à la dernière minute, j'ai constaté aussi que le directeur m'a soufflé, mais tu sais, nous n'avons pas assez de ressources. Bon, pourquoi? Donc, je suis allé un peu en arrière parce que j'ai compris automatiquement où il allait. Vous voyez, donc sinon c'est des trucs un peu difficiles. C'est dommageable. Oui. Alors, vous avez, c'est vrai, dans nos propos un peu plus tôt, il y a le fait que justement, lorsque vous venez au poste, vous vous retrouvez avec plusieurs tâches, c'est-à-dire plusieurs postes en un poste, si je peux m'exprimer ainsi. Ça me fait penser alors à cette difficulté qu'ont beaucoup d'employeurs aujourd'hui de recruter à chaque poste. C'est-à-dire, on n'a pas les ressources nécessaires pour que chaque poste y ait une personne proprement dite à ce niveau-là. Mais alors, à quel moment on offre un contrat de travail ou bien on fait une offre de travail, on dit? OK. Alors, dans une entreprise, généralement, il faut déjà voir, il y a des postes stratégiques. Il y a des postes sur lesquels vous retrouvez toujours ces postes-là en entreprise. Après, il y a ce qu'on appelle ce que les employeurs appellent généralement ce dont on peut se passer. On est d'accord. Et donc, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Mais c'est une problématique africaine. On ne se rend pas compte qu'en fait, ce dont on dit qu'on peut se passer est en réalité vital pour une entreprise. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent non, les commerciaux, on peut en recruter de manière ponctuelle 1 mois, 2 mois. Exactement. Ce qui est dangereux parce que si vous ne vendez pas, votre entreprise ne tourne pas. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Maintenant, il faut aussi faire la part des choses au niveau de la taille des entreprises. Les petites entreprises qui viennent de naître, qui n'ont pas un gros capital, mais qui continuent à avancer, ne peuvent pas recruter. Oui. Les moyennes entreprises, elles ont les moyens de recruter, mais n'ont pas les moyens de payer un certain type de salaire. Ce qu'on appelle les gros salaires. Ensuite, les grandes entreprises, vous allez retrouver tous les postes nécessaires à leur fonctionnement. Maintenant, au niveau des petites et des moyennes entreprises, à quel moment il faut faire une offre d'emploi? C'est au moment où vous sentez que l'entreprise est en progression.
et qu'elle a besoin forcément d'avoir ce type de personnel pour pouvoir avancer. Au départ, quand vous prenez les petites entreprises, les startups, généralement, c'est le fondateur qui fait tout. Il gère tout à la fois. Mais à un moment donné, il est dépassé par la progression de l'entreprise, il se rend compte qu'il ne peut pas gérer la compta, il ne peut pas gérer la taxation. Donc, à un moment donné, il est obligé de recruter à ce poste-là. Et c'est petit à petit comme ça qu'on arrive à recruter des personnes compétentes pour son entreprise. Il y a forcément un besoin à un moment donné. Quand je prends par exemple un office manager, c'est parce qu'à un moment donné, on sent le besoin d'avoir quelqu'un qui coordonne l'ensemble de l'activité de l'entreprise, qu'on dit, OK, là, on a besoin d'un office manager. C'est forcément parce qu'un besoin s'exprime au niveau de l'entité qu'on fait une proposition d'emploi. Très bien. Alors, Sadat, je voudrais vous demander, vous avez eu tous ces problèmes, mais dites-nous, c'est quoi le meilleur moment ou bien, là, je vais dire, ce que vous avez apprécié le plus, surtout les contrats de travail que vous avez eus, ce qui s'est très, très bien passé, qui vous a réjoui? Bon, je vais plutôt dire merci. Et par rapport à cela, au moment où tu te rends compte que et tu veux faire des négociations, tu regardes d'abord et tu vois ton contrat. Et quand tu vas voir ton patron, tu dis, mais voilà, dans ce contrat, nous avons dit telle partie. Il faudrait que nous faisons ci. Sinon, vous savez, la loi va nous frapper. Tout le monde sait. Souvent, les heures de travail, souvent aussi, ce n'est pas souvent respecté. Oui, bon, on fait plus que oui. la normale. Mais à un moment donné, le directeur s'en rend compte et il se dit, OK, c'est bon, ça peut aller. Et la négociation s'y va. Là aussi, je vais plutôt dire, au niveau des tâches, quand tu veux faire une négociation, même par rapport à tes besoins, c'est si difficile. Mais quand tu dis, sans ça, nous ne pouvons pas avancer, ces négociations aussi avancent vite. Parce que... D'accord. En fait, vous savez quel mot dire justement pour que... Mais il faut d'abord regarder à quel moment où ton patron, ton directeur, est-ce qu'il est d'humeur? Parce qu'il faut d'abord, avant même de parler, il faut mettre souvent et tu mets d'abord quelque chose qui est mieux, ce que tu as déjà fait et tu lui dis, bon, on a fait ci et ça va nous rapporter ceci dans 2 semaines. Parce que c'est une négociation. Tu le mets d'abord de la joie d'abord au cœur avant de pouvoir faire ta négociation. Mais quand tu le vois qu'il n'est pas d'humeur, tu viens le voir, tu lui dis, bon, monsieur le directeur, il faut qu'on parle de ceci. Il va te refouler, il va te dire, non, je ne suis pas... Mais tu ne peux pas venir me voir comme ça. Mais il faut d'abord faire quelque chose de meilleur avant de venir négocier. Il faut savoir négocier. Pour négocier, il a des manières pour faire des négociations aussi auprès de son directeur. Très bien. Sam, une réaction? Qu'est-ce que j'ai vécu de bien dans un contrat de travail? C'est un contrat de travail où j'ai eu un directeur formidable. Il m'a fait un contrat de travail et quand on a commencé, tout s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Même quand il a fallu revoir le contrat de travail, ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Et j'en garde d'ailleurs un très bon souvenir. C'est l'un des rares que j'ai rencontré avec qui j'ai gardé une amitié assez forte jusqu'à aujourd'hui. Il arrive encore qu'il me dise j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu peux m'aider, que je continue à l'aider. Très bien. Nous allons à présent parler du licenciement, parler de la démission, pourquoi pas, lors d'un contrat de travail. Il vous est déjà arrivé de démissionner, Sadat? Bon, je vais plutôt dire oui, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pourquoi je vais plutôt dire, bon, quand tu veux démissionner, tu regardes, mais les connaissances que tu as eues dehors, c'est le genre de personnes, de relations que tu as. Si un jour tu rates cela, ils vont te demander, parce que sans eux, et ton directeur aussi. Parce que la meilleure façon quand il veut t'envoyer, c'est toujours toi et tu es souvent, vous voyez, et c'est pas seulement ça seul. Il a aussi d'autres choses aussi. Donc, la démission, il faut vraiment y penser avant de prendre la décision de partir et tout. Alors, vous qui êtes parti plusieurs fois, oui, parce que vous nous avez raconté des choses ici. Comment est-ce qu'on prend la décision de partir? Alors, il faut prendre la décision de partir avec soi-même. On est d'accord? J'insiste sur le fait qu'on prend un emploi pour s'épanouir, pas pour être malade. Et moi, je suis parti à 2 reprises. Oui. On est d'accord? L'une pour créer ma boîte et l'une parce que je ne me sentais plus bien dans l'entreprise. La plus importante aujourd'hui,
c'est celle pour qui je suis parti à cause des raisons de malaise, on est d'accord. Vous ne pouvez pas rester dans un emploi où à chaque fois, le dimanche déjà vous stressez, c'est-à-dire vous sentez que bon... Le lundi, la semaine sera... Le lundi est là, hyper je n'ai pas chargée. très envie d'aller les voir. Lorsque vous êtes dans des situations comme ça, il faut éviter parce que vous pouvez vous rendre malade. C'est systématique. Moi, je me rappelle, je suis sorti de là avec des maux de ventre tout le temps, c'est-à-dire que j'avais des maux de ventre tout le temps. Je stressais, je n'avais pas un équilibre, je sentais que j'étais en surpoids parce que franchement, j'étais systématiquement verrouillé dans mon bureau, je n'avais pas envie de sortir, voir qui que ce soit. Donc, vous savez, quand vous êtes dans un mal-être comme ça, il faut partir parce qu'après, ça peut vous conduire à la dépression. J'ai vu des gens qui sont devenus dépressifs. Ça peut vous conduire à un suicide parce que vous avez votre employé qui vous harcèle de manière morale tout le temps, qui vous insulte, qui vous rabaisse. Beaucoup de gens n'arrivent pas à le supporter. Moi, quand je me suis retrouvé dans ce cas-là, je me suis dit, vaut mieux qu'à un moment donné, tu t'en ailles. C'est vrai que derrière, beaucoup de gens pensent à qu'est-ce que je vais faire de ma vie. De ma vie, après, Mais oui. après, il faut rester en vie pour profiter de la vie. On est d'accord. Il faut vraiment rester en vie pour profiter de la vie. Si vous n'êtes pas en vie, vous profitez de rien. Et donc, à un moment donné, il faut prendre vraiment les choses à bras le corps et décider de partir. Maintenant, décider de partir, c'est préparer son départ. On est d'accord. On ne se lève pas un jour et on dit « je démissionne ». C'est grave. C'est que vous n'avez pas fait à la base une préparation pour partir. Si vous démissionnez comme ça, vous vous retrouverez dans beaucoup de difficultés après. Donc après, c'est de savoir que, ok, je pars, comment je fais? Donc je prépare déjà. La préparation qui Je prépare déjà le temps de départ au point où je rentre en situation de recherche active. On est d'accord. Et je cherche de manière active un autre poste où je peux atterrir. Dès le moment où le poste est acquis, je peux maintenant poser mon temps de préavis et partir. Mais il arrive des fois que ça devient plus difficile. On est d'accord. Ça devient plus difficile de sortir parce qu'on recherche mais on ne trouve pas. Oui. Dans ces cas-là, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur son profil. C'est souvent des problèmes de profil. Et quand vous êtes dans un secteur, il faut travailler à être excellent. Tant que vous êtes excellent et que vous êtes visible, on vous verra et la porte de sortie, elle s'ouvrira. La problématique de nos employés aujourd'hui, c'est que lorsqu'on entre dans un boulot, on devient un carriériste. C'est-à-dire, on entre dans un boulot pour dire, OK, je vais faire 30 ans ici. Et parfois, vous avez des gens qui sont à un poste de comptable pendant 30 ans. Ils finissent leur poste de comptable. Ils sont à la retraite. Ils sont à la retraite. Donc après, c'est de valoriser son profil et d'être visible. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, il est dur. Et donc, il faut vraiment valoriser son profil et avoir un profil attrayant pour pouvoir sortir d'un emploi. Donc, il ne faut pas démissionner simplement, il faut se préparer pour pouvoir partir. Vous savez, j'ai vécu cela, des moments où j'étais tellement stressé, c'était mes débuts, où mon patron m'appelait même les soirs à 23 h, même à 3 h du matin, parce que lui, il était au Canada. Il t'écrivait, bien t'appelait pour te dire, mais ceci, c'est l'heure à laquelle tu dors, qu'on t'appelle pour te parler d'un dossier. Ouais. Et tu te dis, mais c'est quoi? Et tu n'as pas le choix. Mais parfois, même au boulot, tu es le plus emmerdeur parce que avec ton poste en tant qu'office, tu vas demander, faire le suivi des activités de chaque employé pour dire, bon, voilà, vous faites quoi et autres. Et même quand tu mets la pression, tu es mal vu par eux. C'est que parfois, tu es stressant. Quand ton directeur t'appelle ou bien ton patron, on employé t'appelle pour te dire, mais tu es à quel niveau par rapport à ce dossier? Tu ne fais que mettre la pression parce que tu sais que tu n'as pas encore fait 90% ou bien 80% du travail. Mais il te dit, il faut donner le paquet. Et tu n'as pas le choix. Donc, j'étais tellement stressant du thème que je me suis même retrouvé mal à l'hôpital, mais je me suis senti mieux. Mais à un moment donné, quelqu'un me dit, mais quand ça arrive, non, quand ça arrive, prends seulement de l'eau. À un moment, vous m'avez dit, tout à l'heure, quand tu prends de l'eau aussi, à un moment donné, tu te sens un peu relax, léger. Donc, la partie où vous avez dit, ça vous était un peu gêné, vous pouvez prendre aussi de l'eau. De l'eau. Oui, mais prendre de l'eau ne guérit pas. Oui, bon, c'était un peu mieux. Mais tu y penses, mais à un moment donné, tu te retrouves un peu léger. Ouais. Sinon, c'est pas vraiment facile quand l'on est stressant. Je me dis, mais quand je vais quitter, à un moment donné, je me dis, mais si je pars, voilà que j'ai déjà commencé ici. Parce que c'est pas travailler pour l'entreprise pendant 5 ans, non. C'est d'être meilleur et ces relations que tu as à l'externe aussi, que ces relations soient fortes. Oui, bien sûr. Très bien. Donc, il faut penser à prendre de l'eau.
vous vous sentez stressé et autres. Alors, nous allons recevoir le juriste sur le plateau et continuer sur le reste des échanges. Sadat, je vais vous libérer, mais je voudrais que vous disiez aux téléspectateurs votre mot de fin avant de partir. Bon, je vais les remercier et vous savez, je vais demander à tous ceux qui veulent souvent signer un contrat de prendre le temps de lire le contrat. Comme c'est Michel l'a dit tout à l'heure, qu'il faut voir d'abord un juriste, lui proposer, mais voilà le contrat, est-ce que je peux la signer ou autre. C'est vraiment très important. Il ne faut pas signer un contrat parce qu'on a trouvé un boulot. Non, parfois tu prends le boulot et tu te rends compte des difficultés que tu vois à la charge, au fait. Donc, ce que je peux dire. Merci Sadat Salami, vous êtes office manager. Passez une excellente journée et on vous retrouve très très prochainement, pourquoi pas. Nous revenons donc sur le plateau avec Émeric, bien entendu, mais aussi avec Onaïda Akwademdia. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous êtes juriste, merci d'être avec nous, Émeric. Merci. Onaïda Akwademdia, bonjour. Bonjour, Émeric. Avec vous, on en soit davantage par rapport au contrat, selon le code du travail, bien évidemment. Et déjà, je voudrais vous demander, quand on parle du contrat, dans le code du travail, de quoi il s'agit? Alors, le contrat, aujourd'hui, de façon générale, est considéré comme étant un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes et qui porte sur l'obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et lorsqu'on vient dans l'arsenal juridique béninois, nous avons deux instruments juridiques qui régissent le contrat, notamment le contrat du travail. Nous avons non seulement le Code du travail, 98, mais nous avons également, depuis 2017, depuis août 2017, la loi sur l'embauche, l'emploi de la main-d'œuvre et la résiliation du contrat. Donc ce sont essentiellement ces deux instruments-là qui régissent le contrat, notamment du travail, en République du Bénin. Alors, quels sont les différents types de contrats de travail qu'on peut identifier? Alors, lorsqu'on parle de contrat de travail, comme je le disais tout à l'heure, c'est un accord de volonté, l'engagement d'une personne de mettre son activité ou sa technicité professionnelle au profit d'une personne, que ce soit une personne physique, une personne morale. Ça peut aussi bien être une personne de droit privé ou de droit public, mais moyennant une rémunération. Et ça, c'est l'article 6 de la loi sur l'embauche qui le définit de cette façon-là. On a plusieurs types de contrats de travail. On peut avoir un contrat de travail à durée déterminée, comme on peut en avoir également à durée indéterminée. Quand on prend le contrat à durée déterminée, c'est le contrat dont le thème est fixé dès la conclusion du contrat. Le thème peut être fixé en fonction de l'évaluation de la durée ou en fonction d'un événement certain qui va arriver dans le futur, mais dont on n'a pas encore la certitude par rapport à la date. Ça peut également être un contrat qui va prendre fin dès un événement qui est connu et qui va prendre fin selon certaines modalités. Quand on prend le contrat à durée indéterminée, c'est un contrat dont le thème n'est pas fixé à l'avance, mais qui peut prendre fin à tout moment sur l'initiative de l'une des parties. Donc essentiellement, c'est ce qu'il faut retenir par rapport au contrat à durée déterminée, au contrat à durée indéterminée. Maintenant, il y a des règles qui organisent tous ces deux contrats-là. Quand nous sommes en matière de contrat à durée déterminée ou bien de contrat à durée indéterminée, il y a un certain nombre de contrats qui doivent forcément être écrits. La règle générale, d'abord, c'est que le contrat peut être aussi bien oral que écrit. Mais le Code du travail et la loi sur l'embauche a prévu les contrats d'apprentissage, les contrats à durée déterminée des personnes qu'on expatrie. Les contrats de prestation également. Voilà, et les contrats de prestation. Les contrats d'essai également qui doivent être obligatoirement écrits. Mais en dehors de ces éléments-là, tout contrat peut être oral. Et la preuve de ce contrat peut être amenée par tout moyen. Lorsque nous allons sur les questions de formation du contrat, il est essentiel de préciser
que le contrat doit respecter les règles générales du contrat. C'est-à-dire que le consentement de la personne, des différentes personnes doivent être requis. Un consentement, bien sûr, qui ne doit pas être vicié, qui ne doit pas être pris avec violence, qui ne doit pas être pris avec dol. Parce que généralement, ça se passe. Je suivais tout à l'heure monsieur qui faisait cas de ces contrats que vous signez et vous vous rendez compte après que en réalité, vous avez signé un contrat, mais vous avez pris plus de responsabilités que vous n'avez... que sur lesquels vous ne vous êtes engagé. Vous signez un contrat, par exemple, on vous dit que vous êtes chargé des finances, mais après, vous êtes à la fois à l'administration et tout. Ça ne permet pas de rendre compte de la réalité du contrat que vous avez signé. Également, sur la question du consentement, on ne peut pas obliger une personne à signer un contrat de travail. Ça se fait généralement. Et on les appelle, ces entreprises-là, les chasseurs de tête. Ce sont des entreprises très fortes, les multinationales très souvent, qui essaient d'identifier les têtes calées, les têtes pensantes, des personnes qu'ils savent très compétentes, qui les approchent et leur font des offres qui n'avantagent pas forcément ces personnes dites calées. Mais on leur fait du chantage, par exemple, si tu n'acceptes pas ce contrat de travail, on va enlever ta femme, on va séquestrer tes enfants, on va te faire du mal et tout. Donc, ils sont obligés de consentir, mais sur violence. Donc, il y a ces éléments-là qu'il est important de préciser. Mais, que ça soit un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, l'employeur a la possibilité de vous soumettre à un essai, à une période d'essai. Contrairement à ce qui est répandu dans l'opinion publique et qui considère que la période d'essai est de 3 mois. En réalité, ce que j'allais dire, quelle est la durée parce que en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Et c'est encore précisé avec la loi sur l'embauche, davantage précisé, parce que aujourd'hui, la période d'essai est ouverte. Parce qu'on suppose que l'employeur, bien sûr, en accord avec son futur employé, doit déterminer un temps qui leur permettra d'évaluer la technicité et les capacités du futur employeur à assumer ses responsabilités au sein de l'entreprise. Donc ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 5 mois. Donc tout dépend. Si c'est ouvert, ça peut aller à 1 an. Non, ça peut pas aller à 1 an. En réalité, cette ouverture est un peu risquée. Risquée dans la mesure où les entreprises aujourd'hui sont dans la dynamique du profit et donc veulent tout faire pour vous soumettre à des insécurités juridiques. Donc ils peuvent aller jusqu'à 1 an, mais il revient à l'employé de dire non, une période d'essai qui va à 1 an n'est pas raisonnable et peut même se rapprocher du juge en charge du travail, du juge social, pour que ce délai qui est lié soit revu. Alors, la période d'essai n'est pas une garantie pour l'embauche. Non, nullement pas. La période d'essai, c'est une période au cours de laquelle on évalue les compétences de la personne, on voit s'il est sur en mesure d'assumer ses responsabilités. Et on peut mettre fin à la période d'essai à tout moment, pourvu que ça ne soit pas de façon abusive. Okay. Aussi bien le travailleur ou l'employeur a la possibilité de mettre fin à la période d'essai de façon unilatérale, mais en tout cas en veillant à ce que cette rupture-là ne soit pas abusive. C'est essentiellement ça. Lorsqu'elle est abusive, c'est le juge qui identifie les motifs par rapport auxquels on peut estimer qu'une rupture de la période d'essai est abusive. Alors, quels sont les réflexes que doivent avoir les candidats, comment dit-on, ceux qui sont prêts à être recrutés ou à être employés? Alors, en face de leur contrat. Les réflexes qu'il faut avoir d'abord, c'est de voir, la première chose, c'est de voir est-ce que l'objet du contrat est licite. C'est vrai, vous avez des compétences, vous voulez travailler. Je suppose par exemple que vous êtes juriste et vous avez fait vos études, vous avez fini, mais vous êtes au chômage. Et un beau matin, vous êtes approché par un homme de la mafia, quelqu'un qui fait des activités de trafic de drogue ou bien de trafic d'organes humains par exemple, et qui décide de vous engager comme son juriste. Vous, ayant connaissance de cette activité, vous devez dénoncer. Parce que c'est une activité qui est illicite et qui ne devrait pas être exercée.
Donc, en vous ralliant à cette personne et en travaillant pour lui, vous vous rendez complice de tous les actes qu'il commet et vous pouvez être poursuivi et puni conformément à la loi. Deuxième réflexe, c'est de voir si l'environnement du travail par rapport auquel vous voulez vous engager vous correspond. Parce qu'au-delà de tout, il faut le bien-être de l'employé pour que l'ambiance du travail soit telle que souhaitée et que les résultats soient escomptés. En dehors de ça, il faut également voir est-ce que les conditions du travail sont remplies, est-ce que les avantages liés à votre travail vous permettent de vivre, est-ce que ça vous garantit une certaine je dirais, une certaine sécurité sociale. Est-ce que vos droits sont respectés dans le contrat? Est-ce que ce n'est pas un contrat qui est basé sur du dol? Et il y a également la confusion que généralement les gens font sur le salaire brut et le salaire net. Il y a des gens qui vont en négociation de contrat et négocient le contrat en fonction du salaire brut, qui n'est que le salaire en général, sans déduction de rien. Donc le salaire brut, c'est le salaire, y compris les cotisations, les obligations et tout. Donc généralement, quand les gens vont signer un contrat de travail, on leur dit par exemple, vous avez 1 million comme salaire brut. Et puis à la fin, le gars il se retrouve à 600 000 ou 700 000. 700 000. Voilà. Voilà. Avec les fonctionnaires qui sont dessus. Oui, j'ai fait la déduction des cotisations. Et finalement, il se retrouve perdant. Parce qu'il s'imaginait apercevoir les 1 million. Oui. Et puis, ça ne marche pas. Or, le salaire que vous prenez, c'est le salaire net après déduction de vos cotisations et des obligations. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ces détails pour ne pas, après, tomber dans le regret. Il y a quelques jours, j'ai un ami qui est consultant et qui a reçu un contrat. Il était au chômage il y a quelques mois déjà. Il a reçu un contrat d'une entreprise qui est au Canada, dont on lui a proposé un contrat de $1 300. Et puis il était tellement content, il n'a même pas lu le contrat. Il n'a même pas lu le contrat. Un contrat de 13 pages, il n'a pas lu. Et il était tellement content. Et il m'avait appelé, il a dit, Konaïd, franchement, j'ai eu un contrat maintenant, $300. Je lui ai dit, ok, c'est très bien. Est-ce que tu as lu le contrat au moins? Est-ce que c'est bon? Il m'a dit, non, moi, je n'ai pas lu. Je lui ai dit, attention, il faut que tu lises le contrat. Et il m'envoie le contrat. Et je constate qu'on dit, parce que c'est un contrat sur le droit canadien, on dit que le juge qui est compétent pour connaître des litiges liés à l'exécution de ce contrat, que c'est le juge canadien. Et qu'en dehors du juge canadien, c'est le juge sénégalais qui est compétent. Alors que vous contractez avec un Béninois qui vit au Bénin. C'est pas possible. Oui. De quel astuce lui dispose aujourd'hui s'il est en difficulté avec cette entreprise de recourir aux juridictions de façon efficace et d'avoir gain de cause? Aucune garantie. Aucune garantie. Mais en dehors de ça, on dit que de façon annuelle, qu'il y aura des superviseurs qui vont venir du Canada, qui viendront venir faire des expertises sur l'évolution du travail et les comptes et tout ça. Et que c'est à sa charge. Donc c'est lui qui paye les billets d'avion pour l'hébergement et tout. Et quand je lui ai dit ça, il a dit OK. Donc il est vraiment important de faire attention à ces points-là et de ne pas se faire. Mais après, quand vous ne savez pas et que vous vous engagez, vous pouvez aussi suspendre, justement. Et j'allais vous poser la question, dans quel cas on peut suspendre le contrat? À tout moment, l'employeur ou l'employé peut décider de modifier le contrat. Il suffit simplement de contacter par écrit la partie contractante, l'autre partie contractante, et de lui faire savoir vos intentions de modification du contrat et les motivations qui vont derrière. Si votre co-contractant n'est pas d'accord, alors vous pouvez résilier le contrat tout simplement. S'il est d'accord, vous modifiez le contrat et puis ça suit son cours. Voilà. Très bien. Alors, l'autre chose, l'une des choses qui arrive lorsqu'on est en contrat de travail, ce sont les licenciements aussi. Dans quel cas est-ce que le licenciement doit-il intervenir et quelles sont les retombées en réalité, bien, disons, les conséquences lorsque les cas ne sont pas respectés? Avant d'aller sur
les modes de cessation du contrat de travail, il est important d'abord de préciser quels sont les engagements, les obligations des parties dans le contrat de travail. Parce que lorsque nous prenons par exemple l'employeur, lui, il a deux obligations. L'obligation de trouver, de fournir le travail à faire et les moyens pour le faire. Vous ne pouvez pas être dans une entreprise qui est spécialisée par exemple dans le froid, la conservation des produits alimentaires et autres, et employer une personne qui travaille dans une chambre froide sans lui donner les équipements nécessaires. La température, le corps humain subsiste à une certaine température que ça ne doit pas dépasser. Et pour faire ce genre de travail, c'est nécessaire d'avoir un certain équipement pour s'engager. Donc la sécurité de l'employé. Voilà, la sécurité de l'employé. Donc il est important pour ça à l'employeur. Mais l'autre obligation, c'est l'obligation du salaire, la rémunération. Parce qu'on a dit que le travail consiste pour le travailleur à mettre sa compétence et ses connaissances au service de l'entreprise contre une rémunération. Alors là, ça veut dire que si vous lui donnez du travail, vous lui donnez des ordres, c'est que la contrepartie, c'est la rémunération. Donc ce sont les deux obligations de l'employeur essentiellement. Mais également, l'employé a également des obligations. Celui de respecter les ordres de son patron, parce que le contrat de travail le met en position de subordination par rapport à son employé. Il reçoit donc des ordres de son employeur, des ordres qui, en toute chose, doivent respecter le droit du travail. Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et tout. Par exemple, l'employé ne peut pas essayer de négocier avec succès auprès de son employeur, lui remettre les cotisations sociales au lieu d'aller les déposer au niveau de la caisse. De la caisse. Voilà. Donc, quand on passe les obligations des différentes parties dans le contrat de travail, on peut maintenant aborder les conditions dans lesquelles le contrat peut prendre fin. On a 4 conditions essentiellement. On a le licenciement qui intervient à l'initiative de l'employeur. C'est l'employeur qui décide de licencier. Et le licenciement peut intervenir à tout moment. Mais il est important que le licenciement soit basé sur un motif objectif et une raison qui ne soit pas contraire au contrat et aux règles générales du droit des obligations. Et c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des employés qui pensent que oui. Oui. Ok, alors moi je voudrais poser une question simple par rapport à ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, je pense que il est donné la latitude à l'employeur de ne pas notifier en fait la raison. La raison pour laquelle l'employé est licencié. Dans ces cas-là, comment est-ce que l'employé doit se comporter? Non, je pense que ce n'est pas vrai. Le raisonnement qui consiste à demander à l'employeur de ne pas notifier la raison. Je pense que ça ne tient pas. Parce que quand on consulte l'article 28 de la loi sur l'embauche, la loi sur l'embauche, même si elle fait polémique du point de vue du droit des travailleurs, l'article 28 précise que le licenciement est pris à l'initiative de l'employeur et que cette initiative doit être préalable, doit être consécutif à une lettre de notification adressée à l'employé et à l'issue de laquelle l'employé doit se justifier par rapport aux faits qui lui sont reprochés. C'est toujours constant. Tel que ça a été martelé au niveau du Code du travail, ça a été toujours reporté dans la loi sur l'embauche et c'est véritablement important. Dès lors que le licenciement a été fait et que l'employé estime que ce licenciement n'est pas régulier, il est important qu'il saisisse le juge. On dit que le licenciement est irrégulier lorsque, d'une part, l'employeur n'a pas notifié le licenciement à son employé et d'autre part, lorsque il n'a pas donné la possibilité à l'employé de se justifier. Ça, c'est un licenciement irrégulier. Mais le licenciement peut être également abusif. Abusif lorsqu'il est motivé par des raisons qui ne sont pas légitimes.
Donc, si par exemple vous êtes femme et que vous travaillez dans une entreprise, vous faites harceler par votre employeur qui décide de vous licencier mais ne donne pas une raison valable, qui ment par exemple sur vos capacités, alors que vous êtes en mesure de prouver ces capacités, vous pouvez saisir le juge social pour voir déclarer ce licenciement abusif. Et lorsqu'un licenciement est déclaré irrégulier ou abusif, cela donne droit à des indemnités. Généralement, lorsqu'on est en matière de licenciement irrégulier, l'indemnité ne doit pas dépasser 3 mois de salaire brut. D'accord. Voilà. 3 mois de salaire brut. 3 mois de salaire brut. Et lorsque nous sommes en matière de licenciement abusif, c'est entre 3 mois ça ne doit pas être en dessous de 3 mois de salaire, ça ne doit pas non plus dépasser 9 mois de salaire brut. Ça, c'est les prévisions de la loi sur l'embauche. C'est vrai que précédemment, au niveau du Code du travail, c'était un peu plus modéré, c'était un peu plus ouvert. Donc, ça permettait aux employés de demander n'importe quoi, Et ce n'est pas protecteur de l'employeur également. Parce qu'au-delà de tout, on a également l'obligation de protéger l'employeur parce que c'est ça qui permet le développement. Absolument. Et en cas d'un licenciement valable, par exemple, est-ce que l'employeur a droit à quelque chose? Non, lorsque le licenciement est régulier et n'est pas abusif, l'employé n'a droit à rien. Il part simplement. Il part simplement. Et les motifs légitimes, c'est généralement les questions d'incompétence, les questions de faute grave, d'état d'ivresse permanente au boulot quand vous travaillez, que tout le temps vous prenez de la bière, du sodabi dans votre bureau, on peut vous licencier valablement. Oui, c'est vrai. Alors j'ai une problématique qui pose beaucoup de débats au niveau du monde juridique. Oui. Est-ce que la non-atteinte des objectifs est imputable à l'employé? Vous savez, c'est une question doctrinale qui a beaucoup d'effervescence au niveau de la littérature juridique. Parce qu'on n'est pas aujourd'hui en mesure d'identifier dans quelles conditions peut-on atteindre les objectifs au sein d'une entreprise. D'accord. Parce qu'il y a du travail, l'employé peut faire ce pourquoi vous l'avez engagé sans qu'on ne puisse atteindre les objectifs. Parce qu'il y a d'autres éléments qui composent aussi l'entreprise, d'autres contingences qui font que vous n'atteignez pas l'objectif. Donc il faut une restructuration du travail. Peut-être que c'est dû à un autre employé ou carrément c'est une question générale lorsqu'on est en période de crise, par exemple, de crise sanitaire, de crise sécuritaire, de crise alimentaire, par exemple. Il y a beaucoup de situations qui font que les entreprises peuvent ne pas atteindre forcément l'objectif. Mais ça ne doit pas être considéré comme étant une cause de licenciement. Du moins, il reviendra au juge de faire l'instruction nécessaire pour savoir si cette situation peut être imputable à l'employé. À l'employé ou pas. Très bien. Alors, vous avez parlé de 4 conditions. Le licenciement. Oui, j'ai parlé de 4 conditions. On était sur le licenciement. Mais en dehors du licenciement, puisqu'on a donné le droit à l'employeur de pouvoir licencier l'employeur, on donne également le droit à l'employé de pouvoir partir quand il veut. Et dans ce cas, on parle de démission. La démission également, c'est une décision personnelle que prend l'employé et qui lui permet de se séparer du contrat, de résilier le contrat et de partir. C'est une décision personnelle qui se prend. Mais il a également l'obligation de ne pas être abusif. On ne se réveille pas un matin pour démissionner. Vous finissez de travailler le vendredi, vous rentrez chez vous. Oui, vous dites, je ne reviens plus. Quand vous rentrez le vendredi, vous dites, bon, c'est terminé. Non, mais vous voyez. vous voyez. Il y a toute une procédure qu'il faut respecter. Il faut également que votre licenciement votre démission soit régulier, parce que vous devez informer votre employeur. Vous devez l'informer de votre démission. Vous devez l'informer de votre démission et des motifs
de cette démission, avoir la possibilité de discuter avec lui. Est-ce qu'il peut corriger quelque chose? Et également, votre démission ne doit pas être abusive. Comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous réveiller le lundi matin et dire, bon, c'est terminé, je ne vais plus au boulot. Et on vous appelle et vous dites, écoute, moi j'ai fini avec toi. Non, c'est pas possible. Oui. C'est pourquoi il a été instauré le préavis. Le préavis qui est imposable aussi bien à l'employé qu'à l'employeur. Il y a 3 délais, je pense. Lorsque l'employé, j'ai souvent l'employeur. Voilà, lorsque vous êtes employé à l'heure, ceux qui travaillent, qui sont rémunérés à l'heure, ils ont un délai de 15 jours comme préavis qu'ils peuvent donner à leur employé ou à leur employeur. Pour les employés, les ouvriers, c'est un délai d'1 mois. Et pour les cadres et assimilés, ceux qui sont au niveau du management, c'est un délai de 3 mois. Waouh, c'est pas petit. Donc voilà les délais qu'il faut observer dans le préavis. Et lorsque ces délais ne sont pas respectés, alors vous risquez de payer des indemnités à votre co-contractant. Toujours est-il que durant la période du préavis, le législateur a donné une certaine latitude à l'employé d'être dans ses recherches pour voir, on peut l'appeler pour faire un entretien. Donc il a une certaine liberté, mais il a l'obligation d'informer d'avance son employeur avant de partir à son rendez-vous. Et c'est véritablement important. Ici, on ne dit pas notre employé ou bien aux collègues qu'on est en recherche d'emploi. Hein. Non, tout est fait en catimini. En fait, c'est à cause de la jalousie. Sinon, il y a aucun souci à dire à son employeur qu'on est en recherche d'emploi. Non. Il y a même aujourd'hui des gens qui font tout, qui calent d'abord le nouvel emploi, qui sont sûrs de tout, qui font l'entretien. Avant de démissionner. Ils savent déjà quand est-ce qu'ils vont, avant de dire, ils ont dit, il est en sécurité. Assurer, ça. Le gars, il est en sécurité avant de venir vous dire qu'il démissionne, quoi. Voilà. Mais en dehors de ça, on peut également mettre fin au contrat sur accord des parties. Il dit que l'employeur et l'employé s'entendent pour dire, tu sais, actuellement, on a des difficultés au niveau de l'entreprise. On ne veut pas aller vers les procédures collectives, donc on va s'entendre pour que le contrat soit résilié. Peut-être qu'on a une entreprise partenaire à qui on va te recommander des règlements à l'amiable. L'employeur peut décider de lui donner des indemnités pour le dédommager, pour tous les dommages à lui causer. Mais lorsque le contrat prend fin sur accord des parties, il faut une convention d'accord. Un document. C'est véritablement important. Parce que après l'employé peut dire que vous avez fait une démission ou bien un licenciement qui n'est pas objectif et peut vous créer des problèmes sur le plan juridique. Très bien. Mais le contrat peut également prendre fin, surtout lorsque nous sommes en matière de contrat à durée déterminée, par la surveillance du terme du contrat. Si vous êtes dans un contrat à durée déterminée, vous avez signé un contrat d'1 an. À la fin des 1 an, on peut décider de se séparer. Oui, on peut décider de se séparer. Bon, la règle, c'est qu'on doit se séparer. Maintenant, on peut décider de continuer, de ne plus continuer. De ne plus continuer. Très bien. Voilà. Alors, une dernière préoccupation, est-ce que l'assurance de l'employé est une obligation, l'assurance dans le contrat? Dans le contrat. Oui, aujourd'hui, l'assurance est une obligation. D'ailleurs, pour tout citoyen, aujourd'hui, lorsqu'on prend les nouvelles réformes au niveau législatif, tout citoyen doit avoir une assurance. Moi, j'en ai pas encore. C'est quand même une obligation pour tout citoyen, et même dans le cas du contrat de travail, c'est véritablement important. Parce que il y a les risques du travail. Il y a les risques du travail. Quelqu'un qui est dans les BTP, par exemple, il doit pouvoir avoir cette assurance-là. Que quand il va chuter du haut pour tomber par terre, sa fracture soit prise en charge par l'employeur avec son assurance. Très bien. Merci beaucoup, Konaïd, pour toutes ces informations. Sœur Michel, peut-être quelque chose à ajouter avant
Il a été suissant, il était dans ma tête. Là. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Merci, Saint-Michel. Je vais vous libérer pour cette matinée que vous nous avez consacrée. Donc, et on vous retrouve une prochaine fois sur un autre sujet. C'est bon. Modeste, les messages sur le sujet? Alors, le premier message est de Laurent qui dit, à l'issue de nos échanges pour la signature de mon contrat, il me propose le poste. Le hic, c'est que le salaire est extrêmement tentant, au point de me faire hésiter. Je me force à mettre en parallèle mes aspirations et l'offre en toute honnêteté. Je veux investir dans une entreprise, ma personnalité, mon énergie et mon temps. Mais j'ai besoin de nouer une relation de confiance avec un supérieur qui me regarde dans les yeux et m'accorde l'attention au moment plus clé de ma vie professionnelle. Je reçois mon emploi comme un projet à long terme. L'appât du gain est puissant. J'ai besoin d'un job, mais j'écoute les signaux d'alerte et je refuse parce qu'il me propose de travailler 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. D'accord. Le salaire était très tentant, mais en réalité, c'est ça, trop large pour lui. Alors, le second message qui dit 17 ans de CDD va certainement faire peur à un employé. Il s'agit d'une situation extrême. Je pense aussi, et sans jugement aucun, que vous n'avez su sortir de votre zone de confort. On s'y attache parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs et que le contrat de travail nous limite. Un contrat que je n'ai pas pris la peine de bien lire au début de l'embauche. C'est ça, l'erreur de beaucoup de personnes. Voilà. Alors, le message suivant qui dit « Il serait illusoire de penser que toutes les personnes vont avoir un job de rêve. Certains postes peuvent être un job tremplin, voilà. Et rien dans cet entretien ne justifie un refus de prendre le poste. La période d'essai seule pouvait faire la différence. Après cette période d'essai, à vous de voir si vous voulez continuer ou arrêter. Un dernier message. Le monde du travail n'est pas facile, en tout cas, et s'est dégradé ces dernières années. Ce qui compte pour un patron, c'est nous exploiter au maximum pour plus de rentabilité et nous jeter comme des vieilles chaussettes. Lui, quand même, il est assez comment est-ce que je peux dire ça? Direct, peut-être que quand il sera aussi employeur, pourquoi pas, il va se rendre compte que les deux chaises n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Konaï, une réaction sur ces messages? Toujours lire le contrat de travail avant de s'engager. C'est véritablement important. Parce qu'après, vous allez vous retrouver dans des situations où, par exemple, on dit que lorsque c'est l'employeur qui démissionne, vous devez verser une certaine somme, vous devez verser 10 fois le salaire brut que vous recevez à l'employeur. Puisque le contrat est la loi des parties, le juge va s'en tenir à ce qui est dit dans le contrat. Vous l'avez signé? Pourvu que ça ne soit pas contraire aux règles générales du contrat de travail. Donc, il est véritablement important pour les futurs travailleurs de lire le contrat et de demander s'ils ne comprennent pas des expressions et tout. Très bien. Alors, ce qui m'a intrigué aussi, c'est cet emploi qui demande 7 jours sur 7, alors que dans le contrat également, il y a les congés qu'on doit avoir. Est-ce que justement, c'est l'une des obligations du contrat d'avoir des jours de repos, des jours de congé, ou bien il y a la latitude d'en disposer, de faire comme on le sent? Les gens sont libres. Oui. Les gens sont libres. Ce qui est légal, c'est qu'il y ait des repos, qu'il y ait des congés qui sont légaux. Mais après, dans la pratique, ce qui se fait, c'est que les gens décident de vendre leur temps contre de l'argent au péril de leur vie, au péril de leur bon-être et tout. Très bien. Alors, la pensée de ce matin dit, le problème du contrat est de savoir sur quoi il se fonde. Le problème du contrat est de savoir sur quoi il se fonde. Le problème du contrat est de savoir sur quoi est-ce qu'il se fonde. Alors, c'est une pensée de André Glucksmann.
Le problème du contrat est de savoir sur quoi il se fonde. Réaction, Konaï? Le problème du contrat est de savoir sur quoi, Oui, est de savoir sur quoi il se il fonde. se fonde. Oui. Ouais, voilà. Le contrat se fonde sur l'accord des parties. Dès lors qu'il y a accord des parties, c'est qu'on estime que préalablement, il y a un objet qui est licite, qu'il y a des conditions de travail qui sont garanties, qu'il y a des avantages, qu'il y a une rémunération qui est garantie, et qu'il y a la promesse au niveau de l'employé de rendre le travail qui lui est demandé, donc de mettre ses compétences et ses connaissances au service de son employé. Voilà. Très bien. Émeric? Je pense que savoir sur quoi se fonde le contrat, c'est très important parce que généralement, quand on prend le contrat, ce qui nous intéresse pour la plupart, c'est le salaire. Et on ne sait même pas si c'est net ou bien c'est voilà, donc on oublie tout le reste et puis on s'y jette. Et après, les conséquences viennent. Donc je pense qu'il faut nécessairement savoir de quoi il est question quand vous prenez un contrat de travail. Modeste? Alors, il faut dire qu'André est un philosophe et essayiste français. Il est né le 19 juin 1937 à Paris. Il est engagé dans sa jeunesse dans la Mamoisime, voilà, j'y arrive. Il est ensuite associé au courant dit des nouveaux philosophes. Très bien. Un philosophe essayiste. Merci. Modeste, l'humour? Alors, le mot de ce matin, nous avons la première image. Deux amis et deux employeurs qui en plein échange, et le premier dit: prends des étudiants, mon vieux, c'est jeune. Alors au second dit: et ce n'est pas cher, hein, parce que vous avez la chance de plus les utiliser et ne pas payer assez. C'est ça, oui. C'est beaucoup. Il ne paye pas, il ne paye pas, il ne paye pas comme... Ça me rappelle ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus, on doit aller vers une législation qui consacre les stages. Parce que le stage, c'est du travail. Et il faut rémunérer les stages. Les stages ne doivent pas être des moments où on exploite les étudiants, on exploite les jeunes sans rien leur payer et en leur sermonnant qu'ils ne connaissent rien. Or, le stage, lorsqu'un étudiant va en entreprise pour faire un stage, c'est un moment d'incertitude pour lui. Il ne sait pas encore si les connaissances qu'il a acquises à l'université sont assises. C'est vraiment le moment où l'entreprise doit travailler sur lui, travailler avec lui pour qu'il se persuade de ce qu'il a des qualités à vendre à une entreprise. Donc, ce n'est pas vraiment le moment où l'entreprise, le sermon lui dit: mais tu ne connais rien, pourquoi on t'a pris ceci, cela, c'est pas utile. Et il faut travailler à payer les stages désormais. D'accord. Alors, la deuxième image, nous avons un employeur. L'employé de demander à l'employeur: vous avez modifié mon contrat? Et l'employeur dit: oui, désormais ce sera 24 heures sur 24 par semaine. D'accord. 24 heures sur 24 par semaine. Si il peut le faire. Franchement, quoi. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on observe quand même. Il veut du travail. C'est vrai. Ok, autre chose. Alors, la troisième et la dernière image qui fait quand même appel à la conscience quand il faut signer le contrat. Et nous avons un monsieur qui veut signer son contrat. Et qui regarde la jeune. Qui a en main le code du travail. Il ne regarde pas le contrat. Il regarde la jeune qui a en main le code du travail. Si au moins il demandait le code du travail pour pouvoir lire, ce serait bien. Mais il a déjà le stylo pour signer le contrat. Et puis vous voyez comment on lui tend le contrat. On ne lui remet pas le contrat. Non, on lui tend le contrat, on lui dit de signer. Voilà. Il n'a pas besoin de lire. Et beaucoup le font, hein. Oui. Beaucoup le font. Séance tenante. Alors, merci Modeste pour ces éléments. Dernière rubrique de votre plateau, teste ta culture. Konaïd, vous étiez déjà vous êtes déjà passé pour teste ta culture? Non. Oui, avec Émeric. Oui, avec Émeric, d'accord, je vois. Très bien, teste ta culture, on y va.
Alors, test ta culture. Nous allons aujourd'hui nous amuser avec les participes passés et les participes présents, tout simplement. Oui. Encore que ce sont des verbes. Ce sont des verbes que vous connaissez, que vous utilisez tout le temps, d'ailleurs, dans votre vocabulaire. Donc, ça ne devrait pas être compliqué. Voilà. Alors, première question. Quel est donc le participe passé du verbe pleuvoir? Réaction? Participe passé. Il faut conjuguer. Pleuvoir. Pleu. Non. Il a plu, on dit il a plu. Donc, c'est plus. C'est plus. Oui. Vous avez oublié comment on conjugue les verbes aussi. Et tu nous exposes comme ça. Allez, bon, ok. Deuxième question. Quel est le participe passé toujours du verbe secourir? Secourir. Merci. Bon, ça devrait aller vite. Mais maintenant, vous avez compris le principe. Participe présent du verbe desservir. Présent. Participe présent. Présent. Modeste? Ah, pourquoi pas moi? Non. Participe présent, c'est desservant. En desservant. Ah oui, Desservant. desservant. Participe présent également du verbe combattre. Combattant. Combattant, exactement, combattant. Participe, pardon, j'y arrive. Présent toujours du verbe. Si j'avais pas de réponse, j'allais m'inquiéter. J'allais m'inquiéter. Participe passé du verbe ressentir. Ressent. Elle a fait ensuite. Participe passé du verbe ressentir. Ressenti. Ressenti, c'est ça. Il a ressenti. Participe présent du verbe heurter. Heurtant. Attends. Exactement. Participe passé du verbe chouriner. Chourina. Participe Ah, passé. Passé. C'est chouriner, tout simplement. Chouriner. Et le participe présent du verbe restreindre. Ou plutôt rétreindre. Rétreindre. Retraîne. Oui. Participe présent du verbe rétreindre. En retraînant. Non, je peux. Retraîne. Rétreindre. Oui, Modeste. Retraîne. Oui. C'est retraîne. Retrayant. 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 C'est pas compliqué, hein? Retrayant. Et dernière question, participe passé du verbe redescendre. Dites-moi ça, s'il vous plaît. Redescendre. Participe passé. Redescendant. Redescendant. Non. c'est pas Participe passé. Redescendu. Redescendu. Les redescendus. Voilà. Alors, Aujourd'hui, vous nous avez exposé gratuitement. non, mais je pensais prendre des questions très très simples. Parce que ce sont les participes passés, les participes présents. Nous les utilisons tout le temps en parlant. Donc, ça devrait être simple. Bon, demain, je vous promets des questions plus simples. Même Émeric n'a pas écouté du jour. Allez, mot de fin, s'il vous plaît, Konaïde. Non, moi je dois simplement dire à nos téléspectateurs de toujours lire leur contrat avant de le signer et surtout de ne pas s'engager dans des contrats qui portent sur des objets illicites, la vente de la drogue, le trafic d'organes humains, le trafic de l'ivoire par exemple, des animaux protégés, des animaux protégés et tout. Donc faites tout pour que vos intérêts soient protégés dans le cadre du contrat que vous signez et que votre bien-être, votre sécurité sociale soit assurée avant tout. Merci. Très bien. Modeste. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de signer le premier contrat, je vous dis simplement, faites attention et faites quand même appel à votre conscience avant de signer. Bonne chance, vraiment. Bonne chance. Émeric. Je pense également que le temps que vous avez passé au chômage ne vous conduit pas à vous précipiter pour signer un contrat si les clauses du contrat ne sont pas réellement comprises, si les clauses du contrat ne vous conviennent pas, ne sont pas comprises. Donc je pense que oui, le travail, d'accord, mais il faut quand même s'assurer que les conditions sont remplies pour quand même exercer ce travail-là en bonne et due forme.
Alors, moi, je vous dirais les mêmes choses, pourquoi pas. Relisez, lisez, relisez plusieurs fois, si nécessaire, votre contrat, si vous devez le signer. Mais si vous avez déjà signé le contrat et que vous êtes en train actuellement au poste, pourquoi ne pas encore aller relire? Que vous compreniez très très bien ce qui est dit dans le document. Alors, mesdames, messieurs, en espérant que nous ayons répondu à vos attentes, on vous retrouve demain.